Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien et comme d'habitude, après chaque week-end de course, place au BRK. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but du BRK, très simple, tous les lundis après un week-end, nous allons analyser la performance constructeur par constructeur afin de voir un petit peu ce qui s'est passé tout au long du week-end. Magnifique week-end de course à Jerez d'ailleurs. Les courses ont été plutôt calmes dans l'ensemble, même si nous avons eu de très belles surprises en moto GP pendant la course principale notamment. J'ai envie de vous dire, ne perdons pas plus de temps, je vous en prie, passons directement à Honda. Après des performances très convaincantes en début de saison du côté de Honda, la première en Europe est un petit peu loupée. La performance n'était pas là aujourd'hui à Jerez. Alors théoriquement, avant même d'arriver sur le circuit, nous pouvions nous dire la Honda ne va pas forcément marcher comme avant parce que la Honda, on le sait, c'était plus, en tout cas dans ces dernières années et même encore aujourd'hui, une moto un peu on-off. Et là, on est sur un circuit très rapide, on est sur un circuit fast and flowing avec un secteur 2, un secteur 4, un secteur 3 aussi, avec de longs virages à plus de 150 km/h où ça requiert énormément d'appui aérodynamique, beaucoup de grip mécanique. Il faut vraiment une moto capable d'aller très vite en vitesse de passage en courbe. Et malheureusement, on le sait, c'est pas forcément le point fort de la Honda. Et on a eu pas mal de problèmes. On a eu pas mal de problèmes tout au long du week-end, que ce soit Marini qui n'avait pas vraiment de feeling et pas vraiment de traction sur le pneu arrière, que ce soit Johann Zarco qui avait beaucoup de difficultés à faire entrer la moto en virage, très peu de feeling aussi tout au long des sessions et même encore pendant la course principale qui a donc dû s'adapter et simplement limiter la casse. Et je ne parle pas du grip à l'arrière de Johann Zarco, que ce soit sur l'angle ou à la réaccélération. Franchement, les Honda, c'était très compliqué ce week-end. Voilà, un petit passage à vide. On le sait, la moto n'est pas encore parfaite. Et là, c'est un point de développement, un point de travail. Aujourd'hui se déroulent les tests de Jerez en MotoGP. Donc, Honda va pouvoir travailler là-dessus. Et il fallait arriver en Europe pour voir les premières faiblesses de Honda. Donc maintenant, nous sommes au courant et il n'y a plus qu'à régler tout ça. J'aimerais parler surtout de Joan Mir. J'étais mitigé parce que depuis le début du week-end, c'était le pilote le plus rapide chez Honda. C'était le seul à pouvoir extirper de la performance de cette moto, le seul à pouvoir faire des choses exceptionnelles. On le retrouvait très régulièrement dans le top 10, le passage en Q2, le début de course sprint est très bon, la course sprint très bonne en général. Derrière les 6 Ducati et Maverick Viñales, dommage, mais en même temps, on ne pouvait pas aller chercher beaucoup mieux. Et en course principale, à la bataille avec les Ducati et la KTM de Maverick Viñales, mais honnêtement, c'était très très bien. Mais encore une fois, dans la bataille, un peu de précipitation je pense. Joan Mir dans le virage 6, le virage d'Ani Pedrosa qui va venir perdre l'avant, tout simplement croisé dans un freinage derrière une DVR 46. Pour moi, c'est de la précipitation pure et dure. Oui, bien sûr, il y a un peu d'effet d'aérodynamique, il y a un peu de perturbation. Mais Joan Mir, champion du monde, avec toute cette expérience, même chez Honda, on le sent, il veut un petit peu trop pousser, il veut continuer, il veut garder le rythme de la Ducati de devant. Et il en fait un petit peu trop, il part à la faute malheureusement et c'est des gros points de perdu pour Honda et pour Joan Mir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai été très satisfait du week-end, mais encore une fois, manque de lucidité j'ai l'impression, manque de régularité au complet, mais c'était clairement et de loin ce week-end le pilote le plus rapide chez Honda. Allez, je vais continuer cette petite analyse avec Aprilia cette fois-ci. Et chez Aprilia, on va retrouver des problèmes similaires à Honda, un manque de grip et un manque de performance générale sur tout le circuit et tout au long du week-end. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose d'autre, c'est il manque quelque chose actuellement chez Aprilia. Parce qu'on a un Ayogura qui fonctionne plus au coup d'éclat actuellement, qui fonctionne plus à je vais peut-être faire un passage en Q2, mais parfois ça ne fonctionne pas comme aujourd'hui à Jerez. Donc la course sprint et la course principale, on est en grande difficulté. Même si en course principale, on arrive à venir dans le top 10 pour Ayogura, très très bien, on reste sur nos roues, pas d'erreur. Le rythme est aussi bon que les KTM de devant. Donc c'est vraiment pas mal de la part du rookie japonais. Et derrière, on a un Raúl Fernandez, je n'en parle pas, hein, aucun feeling. Un Raúl Fernandez, on le rappelle, hein, il se fait prendre au freinage par Aleix Espargaro, pilote test. Il se fait prendre par Marc Marquez, il se fait prendre une seconde au tour. Enfin, techniquement, tout le monde se fait prendre par Marc Marquez qui n'a même plus d'aéro sur sa moto. Mais Raúl Fernandez, c'est une catastrophe. Aucun feeling, aucun grip, aucune confiance. Malheureusement, la saison est morte. À part s'il retrouve de la confiance, il ne pourra rien faire cette saison.
Et on a un Marco Bezzecchi, j'en ai parlé samedi, j'étais satisfait de la qualif, j'étais satisfait plutôt de la course sprint. On a eu de beaux dépassements, on a eu un bon rythme tout au long de la course sprint, mais il manque quelque chose chez Aprilia. Ce qu'a trouvé Honda avec Johann Zarco, ce qu'a trouvé Yamaha avec Fabio Quartararo, ce qui est en train de trouver KTM, non pas avec Acosta, mais limite avec Vignales. Franchement, il manque un leader chez Aprilia qui place tout le temps la moto en Q2, un leader qui va chercher des points quelles que soient les courses. Et ça, malheureusement, ça peut faire du mal au moral de l'équipe parce qu'on n'a pas toujours de bons résultats, même si Ogura tient la baraque, on ne va pas se mentir actuellement. Mais voilà, chez Aprilia, il manque ce petit quelque chose, il manque ce leader, il manque ce pilote capable de faire la différence plus que les autres pilotes avec la même machine. Et j'ai pas envie qu'Aprilia se retrouve dans un cercle vicieux où on attend Martin, on attend Martin, on attend Martin parce que finalement, les autres pilotes n'arrivent pas à performer et à être réguliers tout au long de la saison et sur tous les week-ends. Après, il y a des points aussi. L'Aprilia ne fonctionnait pas énormément. On sait c'est une moto très sensible, la Aprilia, que ce soit aux températures sur la piste ou dans l'air. Dès qu'il fait un peu chaud, la moto peut avoir 2-3 problèmes. Le grip n'était pas forcément présent malgré un circuit qui théoriquement convient mieux à la Aprilia avec de grosses vitesses de passage en courbe et de longs virages en appui. KTM a été meilleur. Et Yamaha, je ne sais pas s'ils ont été meilleurs, mais en tout cas Yamaha était largement devant avec son pilote français. Et Ducati, Ducati sont meilleurs à chaque fois. J'ai envie de vous dire, passons à KTM, week-end très compliqué pour Honda et pour Aprilia qui placent quand même des pilotes dans le top 10. Donc ça, c'est une bonne performance. C'est des pilotes qui ont su rester sur leur roue car il y a eu beaucoup de chutes. Continuons ce BRK avec KTM. Et alors là, malheureusement, je suis obligé de faire un constat, je suis obligé de vous le dire. Je vais être objectif, j'essaye d'être objectif à chaque fois dans ces BRK et dans ces analyses. Je suis un petit peu déçu. Voilà, c'est la première fois de la saison. J'ai trouvé des excuses auparavant. J'en ai encore une aujourd'hui, vous ne l'inquiétez pas parce qu'on est objectif, mais quand même, attention. Pedro Acosta, je suis un petit peu déçu. On va y revenir très rapidement parce que KTM place tout de même 4 motos dans le top 10. Meilleur constructeur sur ce week-end-là dans le top 10, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas une seule sur le podium et il n'y en a qu'une seule dans le top 5. Mais c'est déjà ça. Les motos finissent la course, les motos rapportent des points et on va prendre des datas, on va prendre des données et un peu de confiance pour tous les pilotes. Bastianini qui se retrouve avec de grosses vibrations encore une fois dès la mi-course et c'est compliqué tout au long de la course d'avoir du feeling, d'avoir de la vitesse parce qu'on se bat contre la moto. Bastianini, c'est encore difficile. Brad Binder, un début de week-end chaotique, que ce soit en practice ou alors en qualification. La sprint et la course principale, on le sait, Brad Binder gère un peu mieux toutes ces phases de course. Mais bon, on ne se met pas dans les meilleures dispositions pour performer. Maverick Viñales, au top. Depuis l'Argentine, Maverick Viñales, de toute manière, l'a dit, il a trouvé un setup. Il commence vraiment à s'adapter à la moto, à ne faire qu'un avec cette KTM. Et on le voit, ça progresse, ça prend du rythme. Et encore cette fois-ci, on est à la limite de la bataille pour le podium. On se retrouve à 1 seconde de Francesco Bagnaia pendant toute la course. On a un Maverick Viñales très performant. Honnêtement, j'ai été très mauvaise langue, j'ai été très médisant en début de saison. Je le trouvais un peu trop confiant au vu de la tête de la KTM. Et finalement, c'est le seul à être capable de trouver un setup correct qu'il arrive à emmener course après course, week-end après week-end et à l'adapter au circuit. Et donc ça, c'est exceptionnel. Bravo encore une fois à Maverick Viñales. Super rythme. Alors on l'a vu en course sprint, c'était un petit peu plus difficile. Un peu plus difficile de placer l'avant de la moto. En fait, la phase de freinage de la KTM est stable, mais c'est en entrée de virage où Maverick Viñales s'est retrouvé avec un peu de difficulté pour placer la moto, pour vraiment entrer avec de la vitesse et de la précision. Et sinon, concernant Pedro Acosta, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est le seul pilote capable de passer en Q2 à chaque fois. Donc ça, c'est bien. Ça montre de la régularité, ça montre de la vitesse dès le début du week-end de Grand Prix. C'est important. Mais malheureusement, la qualif, on passe totalement à côté. On est dernier en Q2. La course sprint, encore un départ difficile. Pas un point en course sprint. La course principale, le départ est catastrophique. Pedro Acosta se retrouve derrière Brad Binder dès le départ. Que voulez-vous faire avec des départs comme ça ? Et le rythme n'est pas excellent non plus. Ce qui me fait peur, c'est que comme l'année dernière, Pedro Acosta est en train d'essayer des pièces. Pedro Acosta, sur le dernier circuit, était revenu avec une KTM de 2024 avec des éléments aéro de 2025. Là, on est encore en train de changer. On essaye des pièces 2025 avec des pièces 2024. Pedro Acosta n'a toujours pas trouvé sa moto. Pedro Acosta change de moto tous les week-ends et c'est impossible de s'adapter, de performer. On doit changer de moto. Les pièces sont différentes, donc le setup n'est pas le même, ne peut pas fonctionner de la même manière. On change de circuit et donc dites-vous, tout ça, le vendredi, c'est une charge de travail énorme. On change les pièces,
on trouve des setups. En attendant, on ne peut pas se concentrer sur une stratégie, un rythme de course, car on est en train de tester des setups. Et voilà, et c'est comme l'année dernière où KTM était perdu dans une masse énorme de pièces pour essayer de faire fonctionner cette moto. Et au final, on ne trouve rien et on remet le setup de début de saison, on remet le setup de la saison dernière et on n'évolue absolument pas et on a perdu une moitié de saison. Donc j'espère que ça va se régler au plus vite. J'espère que Maverick Viñales va pouvoir donner des pistes aux autres pilotes. Mais voilà, en tout cas, du côté de chez KTM, 10 vibrations, toujours et toujours, bien sûr. Mais on a eu une très bonne course de Maverick Viñales. Le moment que nous attendions tous à Yamaha, comment ne pas parler du prodige français? Il a déjà fait ses preuves dans cette catégorie reine en étant champion du monde en 2021. Mais alors là, c'est une performance exceptionnelle de la part de Fabio Quartararo. Et pourtant, si on regarde le début du week-end de Yamaha et le week-end dans son global, c'est un peu difficile. On ne va pas se mentir. On a Oliveira blessé, remplacé par le pilote test Fernandez. On a un Alex Rins qui se blesse au cours de ce week-end, fissure au poignet si je ne dis pas de bêtises, mais qui participe quand même. Mais de toute manière, depuis le début du week-end, Rins, le rythme n'est pas là, que ce soit sur de longs relais ou alors sur un tour. Et on a un Jack Miller qui a mis du temps à s'adapter sur ce circuit de Jerez avec cette M1. Et il y a eu du rythme, il y a eu un peu de rythme qui a été trouvé en fin de week-end, mais c'était pas non plus exceptionnel. Donc, et en plus de tout ça, il abandonne sur une panne électronique. Donc là, si vous regardez juste comme ça, le week-end de Yamaha est vraiment très difficile. Mais à côté de ça, on a un extraterrestre qui va performer 1100 jours plus tard. Fabio Quartararo va retrouver la pole position sur une grille en MotoGP. 500 jours plus tard, plus de 500 jours plus tard, Fabio Quartararo va retrouver le podium en MotoGP pendant une course principale. Honnêtement, le week-end est exceptionnel. En début de week-end, on a eu un Fabio Quartararo qui s'est vu dire « Oui, je ne sais pas trop d'où la performance vient. » On est en train de trouver quel meilleur circuit que Jerez pour performer pour Fabio. On le sait, c'est un monstre sur ce circuit. Il est millimétré, que ce soit sur un tour qualif. Le tour qualif, allez le regarder, à montrer dans toutes les écoles de pilotage. C'est un tour parfait. Honnêtement, je l'ai comparé dans la vidéo de samedi au tour de Bagnaia à Sepang en 2024. C'est ce genre de tours qui me font lever de mon canapé, de ma chaise, de là où je peux être assis ou debout déjà. Je peux me lever une deuxième fois quand je regarde ce type de tour. On a un pilote qui franchement est à la limite. C'est pas trop, c'est exceptionnel. On n'a pas une moto qui bouge dans tous les sens parce qu'il gère absolument tout de la machine. Il est en symbiose, en osmose avec cette Yamaha et c'était juste magnifique. Un petit peu plus compliqué pour un course sprint au dépassement avec Marc Marquez. Voilà, un peu de perturbation aérodynamique, la moto qui se met un petit peu à bouger, une phase de freinage compliquée, la chute et pendant la course principale, que dire? Que dire de plus, mis à part bravo, le rythme était là, on tient tête face au Ducati, on en parle des Ducati juste après, mais rien de plus à dire. Fabio Quartararo a fait sa course, a géré ses pneus, a géré son rythme et c'était tout simplement parfait. Un grand bravo à Fabio Quartararo qui nous a montré un pilotage spectaculaire et qui donne bien sûr de la force à Yamaha, aux usines et aussi aux supporters de Yamaha et de Fabio Quartararo. Donc ça fait ultra plaisir de voir des pilotes performer comme ça, comme Johann Zarco, comme Maverick Viñales et aujourd'hui comme Fabio Quartararo. Passons au grand vainqueur Ducati. Allez, le dernier point, c'est Ducati. Et comme d'habitude, Ducati, c'est les records en MotoGP. Et même si cette fois-ci, nous n'avons pas un énième podium avec un triplé Ducati, car Fabio Quartararo vient casser cette série, c'est la 22e victoire consécutive de Ducati en MotoGP. 22, j'ai pas assez de doigts, 22 victoires consécutives. Le record de Honda est égalé. Ils vont très probablement le dépasser sur le prochain circuit au Mans. Mais voilà, quelle performance! La Ducati GP24 et la GP25 sont des machines extraordinaires. On est vraiment sur les meilleures motos de l'histoire du MotoGP. Selon moi, on va essayer de parler de Ducati un petit peu. On a eu des points difficiles. Fermin Aldeguer, Morbidelli. Fermin Aldeguer, super début du week-end, le top 5 en course sprint. Il y a du rythme, petite chute en course principale. C'est dommage, ça allait vite en course principale. Il faut faire attention à ça. On a eu beaucoup de chutes, mais ça allait très très vite. Franchement, le rythme était élevé, que ce soit par Fabio Quartararo au début de course ou par Alex Marquez une fois qu'il va le doubler. Le rythme était très élevé. Donc attention, il y a eu des chutes, mais c'est normal, c'était difficile. Franco Morbidelli,
des douleurs au cou après son gros crash au milieu du week-end. Et c'est pas mal. C'était pas mal. C'est dommage, on vient lui aussi chuter en course principale. Mais on a eu une bonne qualif, une bonne course sprint. Et voilà, il y avait du rythme en course principale. On part à la faute. C'est dommage, mais en tout cas, la régularité était toujours là et le rythme est toujours là. Donc, je ne m'en fais pas pour Morbidelli. Fabio Di Giannantonio, lui, était complètement perdu en début de week-end parce que les réglages n'étaient pas là. On ne trouvait pas le bon setup et c'était compliqué donc de prendre du rythme. Il l'a dit, il ne se sentait pas forcément à l'aise sur le circuit et sur la moto. Et on va quand même chercher un top 5. Donc ça fait aussi la marque des grands pilotes. On voit un DJ qui a bien évolué dans la tête et au niveau du pilotage parce qu'on va venir chercher le top 5 dans des conditions difficiles avec une moto qui ne performe pas énormément. Mais c'était plutôt pas mal, donc bravo Didja, faut emmagasiner les points comme ça, chercher le moindre point, tout grappiller et même si on n'est pas dans le rythme, sécuriser un top 5, c'est vraiment pas mal. Je vais en parler dès maintenant, Marc Marquez, alors là, la surprise encore une fois, et la surprise dans le mauvais sens du terme pour certains, dans le bon pour d'autres. Moi personnellement, bon voilà, je dis pas que ça me réjouit, loin de là, attention, le pilote est tombé, heureusement tout va bien, tout va tellement bien que c'est tellement impressionnant d'ailleurs. Marc Marquez, virage numéro 8, on part à la faute à plus de 150 km/h dans un virage. Marc Marquez, quoi qu'il arrive, bac à gravier, pas bac à gravier, 150 km/h ou pas, il reste accroché sur sa moto, main sur l'embrayage, il ne la lâche pas. La moto, il la plaque au sol, ça l'empêche de se retourner. Honnêtement, Marc Marquez, c'est un monstre. C'est le seul pilote. Quand on voit un Bagnaia tomber, la moto elle part, Bagnaia il court pas après. Quand on voit un Marc Marquez tomber, Marquez, il s'accroche, Marquez, il repart, il manque tout l'aéro à gauche, c'est pas grave, on vient claquer le meilleur tour en course pour Marc Marquez avec tout l'aéro à gauche et un mort et un carénage complètement déchiré. On vient faire des dépassements, on vient faire les freins à certains pilotes. Regardez le dépassement sur Aleix Espargaro, il est musclé, c'est un bloc pass dans le virage numéro 1. Honnêtement, Marc Marquez, exceptionnel, on va quand même chercher des points. 12e place malgré une chute, j'ai l'impression qu'on est sur MotoGP 24. Je ne sais pas quoi dire. Ce pilote est juste sensationnel. C'est un monstre. C'est un monstre dans ce sport. Alors, comme je l'ai dit depuis le début de la saison, il y a toujours un record avec Marc Marquez. C'est le premier pilote de l'histoire à faire 5 victoires en course sprint consécutives. Car oui, la course sprint, injouable, imbattable, même s'il y a eu cette petite bataille au début avec Fabio Quartararo. Voilà, fin du point Marc Marquez. Honnêtement, franchement, à chaque fois, je suis surpris par ce qu'il est capable de proposer. Je suis aussi surpris par cette petite chute. Un peu trop de vitesse en entrée de virage dans ce virage numéro 8. En plus, du coup, on se rapproche un peu de Francesco Bagnaia. On a un peu moins d'appui aérodynamique, un peu de perturbation dans le dirty air de Bagnaia. Voilà, on va partir à la faute là-dessus. C'est une chute complètement logique. Il l'a dit d'ailleurs, c'est totalement sa faute. Mais c'est bizarre de voir Marquez faire ce genre d'erreur. Il avait beaucoup de confiance dans ces deux virages à gauche là et que ce soit aussi dans le virage numéro 3 et 4. On a vu un Marc Marquez largement au-dessus du lot dans ces passages là. Et là, un peu trop de vitesse, un peu trop de confiance peut-être et on vient perdre l'avant. Donc voilà, chute tout à fait standard. Petit point intéressant que je voulais noter aussi, c'est chez Ducati, on a sorti absolument tous les ailerons, que ce soit sur toutes les GP25. D'habitude, ils ont tous une configuration un peu différente. Là, c'est un circuit où je l'ai dit au début de la vidéo, il faut de la vitesse de passage en courbe, il faut énormément d'appui aérodynamique et de grippe mécanique. Et donc là, on a sorti tous les ailerons disponibles chez Ducati et tous les pilotes. Donc c'est cool, c'est stylé, ça fait plaisir de voir que Ducati a développé encore une fois des packages différents qui s'adaptent à tous les circuits. Ils sont tellement au-dessus, j'ai l'impression, en termes de développement et surtout avec cette base GP24 qui évolue un petit peu. Honnêtement, c'est très très fort et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a une vraie différence entre les circuits, qu'on adapte les setups et tout. Donc c'est plutôt cool. Regardez, à chaque fois, on adapte les ailerons en fonction du circuit chez Ducati. Et je voulais parler du point qui fait un petit peu débat chez Ducati, c'est Francesco Bagnaia. Comment Bagnaia avec une GP25 peut terminer derrière Fabio Quartararo? Oui, Quartararo est auteur d'une course excellente, mais Francesco Bagnaia, avec le matériel, la vitesse, c'est compliqué. Ce n'est pas normal. Déjà en course sprint, on voit un Bagnaia un petit peu à la rue, même par rapport à Fabio pendant les premiers tours. Oui, il y a le problème de setup course sprint, même si on y travaille le vendredi pour Francesco Bagnaia, on travaille avec ce setup sprint. Ça va toujours pas fort au niveau du rythme dès le début de la course. Et en course principale, on se retrouve bloqué derrière Fabio Quartararo. Bagnaia l'a dit lui-même, j'étais derrière. Dès que je me rapprochais un petit peu trop, il y avait ce fameux dirty air dû aux turbulences aérodynamiques et le pneu commençait à prendre en température, chauffer, impossible de faire quoi que ce soit, impossible de retarder le freinage. Et dès qu'on entrait en virage, l'avant glissait un petit peu et commençait à croiser. Donc aucune prise de risque. On vient valider un podium. C'est la meilleure saison de Francesco Bagnaia en MotoGP.
Mais on est tous d'accord qu'il manque clairement quelque chose pour un champion du monde MotoGP, un double champion du monde MotoGP, et qui plus est, un titulaire chez Ducati officiel. Il manque quelque chose sur ce début de saison, c'est clair et net. Et allez, je termine avec bravo Alex Marquez, victoire amplement méritée. Je l'avais senti samedi, j'avais l'impression qu'Alex Marquez pouvait aller chercher quelque chose. J'ai été timide, j'ai pas dit Alex Marquez vainqueur, mais honnêtement, quelle course, quel dépassement aussi dans le T1 sur Fabio Quartararo. Musclé, très musclé, mais heureusement que Fabio laisse l'espace, heureusement que Fabio l'a entendu derrière. Mais voilà, super course d'Alex Marquez, du très beau rythme, un très bon week-end dès le vendredi. Je l'ai vu, il est arrivé, il était plus rapide que Marc Marquez, mais vraiment un petit ton au-dessus. Donc c'était vraiment très impressionnant. On a eu de la chance parce qu'on a eu pas mal de chutes au milieu du week-end pour Alex Marquez. Il s'en tire bien, c'était compliqué en course sprint car on n'a pas pu préparer correctement la sprint. Et en course principale, on a trouvé le setup, on a trouvé le rythme, on a trouvé la confiance et le feeling. Et honnêtement, victoire amplement méritée. Maintenant, Alex Marquez, est-ce que c'est le déclic? Maintenant, Alex Marquez, j'attends une victoire face à Marc Marquez à la régulière, parce que celle-ci était totalement à la régulière, mais Marquez part à la faute. Donc j'attends une bataille qui se joue jusqu'au dernier tour face à son grand frère et où il va battre Marc Marquez. Et là, je vais me régaler honnêtement. Alex Marquez, si on fait un petit point au championnat, qui prend la tête du championnat du monde devant Marc Marquez, Bagnaia qui reste toujours troisième. Après, on va retrouver les VR46. Et derrière, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toujours les pilotes Aprilia. Donc quand je vous dis que Bezzecchi et Ogura, ils sont toujours un petit peu dans le coup, mais un peu cachés, c'est le cas. Mais il manque clairement ce top résultat pour Bezzecchi, Ogura et les pilotes Aprilia. Bravo Marc Marquez, bravo Alex Marquez qui deviennent les deux premiers frères à faire une victoire en MotoGP. Donc voilà, super week-end d'Alex Marquez. Honnêtement, les émotions. C'est les émotions en fait. Honnêtement, c'était les émotions parce que l'ambiance à Jerez, le fait que ce soit Grand Prix à domicile avec Gresini, un Alex Marquez qui a travaillé pour obtenir cette victoire, qui est passé dans des phases compliquées, que ce soit chez Honda, ensuite arrivé chez Gresini où il ne performe pas trop l'année dernière avec une GP23, on le savait, très compliqué. Là, Alex Marquez, délivré, enfin vainqueur en MotoGP. C'est super. Honnêtement, la très belle histoire. Et quel public à Jerez. Si au Mans, il y a beaucoup de monde, à Jerez, on est sur un public complètement fou. Il y a une ambiance, notamment dans le stadium, avec le podium en course sprint, avec les dépassements. Il y a une ambiance incroyable à Jerez. J'ai vraiment envie d'y aller. C'est complètement fou. Ça m'a vraiment donné envie ce week-end. J'espère qu'au Mans, ça sera aussi fou parce que là, le défi va être très compliqué à relever pour qu'il y ait une ambiance pareille. En termes de monde, je pense qu'on battra Jerez. Mais en termes d'ambiance, que ce soit la nuit, avec les flashs, dans le stadium, il y a des images qui ont tourné. Franchement, c'est magnifique. Les Espagnols se sont régalés et nous ont régalés parce que même moi, derrière mon écran, j'étais complètement en folie quand il y avait les dépassements, la foule en délire et tout. Parce que oui, on a eu une très belle bataille au début de course entre Marquez et Bagnaia. Et Bagnaia, le point positif que je vais retenir ce week-end, c'est qu'il n'a pas peur. Ok, il avance pas, mais il n'a pas peur de sortir les coudes face à son adversaire. Il n'a pas peur, Marc Marquez, pas Marc Marquez. Je lui mets le contact et je passe. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, après, il se prend un inter de l'espace par Alex Marquez dans le virage numéro 13, mais on ne dira rien. Alex Marquez dans le dernier secteur, je fais que parler. La vidéo est super longue. Alex Marquez dans le dernier secteur, la vitesse 11-12-13. Grâce à une technique de pilotage toute particulière, Alex Marquez bombardait le frein arrière. En fait, Alex Marquez mettait 40 barres de pression sur le frein arrière avec son pied. Et en fait, il a été capable d'avoir une technique qui lui permettait de rouler super rapidement dans ce dernier secteur, dans ses virages à droite. Donc honnêtement, ultra impressionnant. Voilà, on va passer à Moto 2, Moto 3. La vidéo dure 1 heure, j'en suis désolé. Moto 2, Moto 3 dans cette ambiance complètement folle de Jerez. Et ben Moto 2, c'était long. Honnêtement, d'habitude, j'essaie de promouvoir ces deux catégories. Bon là, la Moto 2, on va pas se mentir, si vous ne l'avez pas vu, c'était très long. Il ne s'est quasiment rien passé. On a eu un David Alonso qui faisait le spectacle en fonçant dans un petit peu tout le monde au début de course et qui est même allé chercher le pied d'Izan Guevara et l'a cassé finalement. On a cassé son pied dans le dernier virage et Alonso partira à la faute. On n'est pas passé le vent du drame d'ailleurs avec le contact avec le pneu arrière. Mais voilà, et la fin de course, c'était pas fou. On a eu une petite bataille avec Moreira, grosse victoire de Manuel Gonzalez. J'avais prédit correctement pour la Moto 2 et pour la Moto 3 au niveau des pronostics, donc ça fait plaisir. Et en Moto 3, pour le coup, c'est pareil. On a eu une course très différente, mais j'ai envie de parler de Rueda. Je pense que je ferai une vidéo à part pour parler de José Antonio Rueda et de cette évolution parce que prendre de la distance comme ça en Moto 3,
c'est quelque chose. C'est quelque chose qui ne se faisait pas auparavant, qui est très difficile à faire dans cette catégorie. Depuis le début du week-end, on voit un rythme largement supérieur pour José Antonio Rueda. Et là, il l'a montré à la mi-course. Boum, on met ce coup d'accélérateur. Et voilà, on prend 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes d'avance sur les poursuivants. Donc franchement, José Antonio Rueda, exceptionnel, monstrueux ce week-end. Et on a un beau duel entre Piqueras et Rueda qui est en train de se construire pour le titre en champion du monde Moto3 cette saison. Merci d'avoir regardé ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me partager votre avis sur ce week-end de Jerez. J'espère que ça vous a plu. C'était Théo. Ciao, ciao.